Oui, bon, c'est une chose qui est nécessaire en cette période de confinement, bon, qui est liée surtout à cette pandémie, alors qui perturbe franchement euh, toutes les activités humaines, y compris la vie scolaire. Alors, raison pour laquelle on a utilisé cette méthode-là. Bon, on demande à tous les élèves, même les parents, d'y participer convenablement. Voilà. Salam alaikum, bonsoir, bonsoir. Bon, Abdoulaye Dia, il est en train de regarder lui depuis l'autre côté et je le salue au passage. Voilà. Oui, il y a Mohamed aussi qui est venu, que je vois en ce moment. Voilà, Mohamed Dia est en train de regarder. Voilà. Il faut cliquer sur la pouce bleue, j'aime. Abdoulaye, il faut faire ça. Bon, et partagez aussi la vidéo le maximum possible. Si vous pouvez le faire, c'est mieux, très bien. Voilà, Hamze, bonsoir, monsieur Kébé. Bonsoir, monsieur Hamze. Comment allez-vous? Je pense que ça se passe très bien. Je pense que aussi le son est normal, hein, Hamze. Est-ce que le son est normal? Ce que je dis, c'est audible ou bien? Voilà. On attend, bon, si on va, lorsqu'on va atteindre les 10 vues, bon, on va commencer. Actuellement, on est à 6 vues, on va commencer. Bon, parce qu'il faut qu'on respecte l'heure. Voilà, il faut qu'on respecte l'heure. Il faut qu'on dépasse la réalité africaine quand même. Au-delà de l'heure ou bien avant l'heure. Alors, bon, très bien. Je vois Hussein Mohamed. Hussein Mohamed Ali, c'est bien Hussein. Je vois aussi Aboubakar Ismail, c'est bien Aboubakar. Voilà, c'est bien de participer. C'est bien. Voilà, Hussein. Oui, c'est bon, Hussein, d'accord, j'ai vu, c'est bien, merci Hussein. Voilà, bon, on attend. À peu près, il nous reste 2 minutes, 2 à 3 petites minutes, voilà. Nous sommes en ce moment à 11 vies. Alors, je vous rappelle, pour ceux qui viennent d'arriver, il faut signaler ça à vos camarades. Il faut leur dire que tous les soirs, le cours commence à 19 h. À 19 h, voilà. Le cours commence à 19 h. Et en ce moment même, vous pouvez les contacter en leur disant qu'on va continuer. Bon, l'œuvre que Mohamed Dia a commencé hier à instaurer. Voilà, je vois ça. Bon, je vois. Chef, Mohamed, Mohamed, dans mon sac là à l'intérieur, il y a des moussoirs à jeter. Le petit sac noir, il faut regarder. Oui, bonsoir, Hamze, Hussein, Aboubakar, Ismaël, je vous vois vous tous. Alors, je rappelle que ça, on a commencé, bon, ce travail-là depuis hier et aujourd'hui, on va continuer ça. Je rappelle que c'est une révision, je rappelle ça. Hier, vous avez vu le professeur Mohamed Dia. Il a rappelé le domaine 1 qui est intitulé Être soi-même. Il en a beaucoup parlé. Il a parlé aussi maintenant, il avait aussi parlé du premier chapitre, merci. Il avait aussi parlé du premier chapitre. Le premier chapitre, c'était alors la conscience. Il avait traité déjà 2 choses hier. Le domaine d'abord, le domaine qui est être soi. Je rappelle que le domaine être soi est composé de 3 notions, ou bien de 3 chapitres, ou bien de 3 concepts, comme vous voulez. Alors, les 3 concepts sont, je rappelle, la conscience, l'inconscient et autrui. Et aujourd'hui, nous, de notre côté, on va parler de l'inconscient. Justement, on va parler de l'inconscient. Voilà, pour continuer ce qui a été commencé. Bon, ce qui avait été commencé. D'accord. Alors, actuellement, je pense qu'il est 19 h. Alors, on attend une seule vie et on démarre. Après, on démarre. D'accord. Maître Hamadou, depuis Dakar, ça va, Maître Hamadou? Je vous salue, ça va bien? Et au Sénégal, ça va là-bas? Très bien. Et le confinement là-bas? Ici aussi, c'est la même chose. Hein? Tout le quartier est encerclé avec des forces de l'ordre. Et ça, je rappelle que c'est nécessaire. Bon, c'est nécessaire. Ça, c'est très nécessaire. C'est normal. Parce que si on ne prend pas des mesures, bon, la maladie va dépasser les bornes. À ça, je rappelle. C'est très normal. Partout, c'est comme ça. Alors, que personne ne sorte de chez lui. Chacun reste chez lui. Voilà. Alors, Soufiane Ibnou, je pense, c'est ça. Soufiane, bonsoir. Ça va? Très bien. C'est Soufiane, si je ne me trompe pas. Alors, Omar Idriss, c'est bon, d'accord, Omar Idriss, merci Omar. Omar Idriss, c'est bon. Voilà, je vous vois aussi 5 sur 5.
C'est bien, on attend les gars. 3, excusez-moi pour ce petit bruit-là. Bon, c'est pour des raisons de réparation, pour que ça se passe bien. Alors, Araksan, mon ami Araksan, comment vas-tu? Araksan Omar, ça va? Je vous fais coucou toi aussi, Araksan. Voilà, ouais, très bien. Très bien. Alors, bonsoir. Alors, Araksan, Omar, Sofiane, Omar Idriss et Sofiane et Maître Hamoudou, il faut partager les vidéos. Partagez les vidéos aux autres, s'il vous plaît. Il faut partager ça. Voilà, Laïdia, voilà, j'ai vu ton love, Moussa Dia, depuis l'autre côté là. Et le confinement là-bas, ça va? Très bien. Et je vous rappelle que le confinement, c'est à peu près international. Hein. Ça se passe partout dans le monde. Donc, il faut s'y résigner. Bon, c'est le destin, il faut l'accepter. C'est très difficile de rester chez soi, mais il faut comprendre que c'est la vie aussi. Voilà, c'est ça. Bon, alors les gars, bon, très bien. Araksan Omar, je te vois. Omar Idriss, Soufiane, très bien. Je pense que les élèves du lycée de Dekhil sont au courant. Très bien. Alors, voilà. Maintenant, je pense qu'on peut démarrer. Hein. Je pense qu'on peut démarrer. Voilà, parce qu'on est à 17 vues et on est à... Il est 19h. Voilà, il est 19h04 minutes. Bon, on va démarrer. Bon, aujourd'hui, on va travailler, je vous l'avais dit, sur l'inconscient. Très bien. Je rappelle que c'est une suite logique. C'est une suite logique de ce qui a été fait hier. Voilà, parce qu'on ne peut pas parler de l'inconscient sans parler de la notion qui a été développée hier ici par mon collègue. C'est la notion de conscience. Parce que pour bien comprendre l'inconscient, il faut comprendre d'abord ce que c'est que la conscience. Ça, c'est ce qui est obligatoire d'abord, comprendre ce que c'est que la conscience. On ne peut pas parler de l'inconscient sans parler de la conscience, c'est impossible. Raison pour laquelle je vais revenir sur certains aspects que Mohamed Dia a développé hier. Bon, la partie qui m'intéresse le plus, c'est cette partie-là qui a été soulevée par les philosophes rationalistes. Autrement dit, Descartes, Ibn Sina, Al-Ghazali, c'est-à-dire les philosophes arabo-musulmans en plus de Descartes, ce qui est dans le manuel. Eux, ils disaient que l'homme n'est rien d'autre que la conscience. L'homme n'est rien d'autre que la conscience. En d'autres termes, c'est la conscience qui définit l'homme. Ou bien, si vous voulez, c'est le sujet qui définit l'homme. C'est ça qu'il avait dit hier. C'est le sujet qui définit l'homme, ou bien c'est la conscience, ou bien c'est la pensée qui définit l'homme. C'est ce qu'on avait dit hier. Justement. Donc, c'est ça la conscience. La conscience, pour eux, la conscience, c'est le sujet, ou bien le sujet, c'est la conscience. Ou bien, on parle des sujets substantiels. Voilà. En résumé, c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui. Alors, maintenant, la question qu'on va brosser tout de suite, qu'on va poser, c'est de savoir, est-ce que cette conscience-là qui dirige, qui définit l'homme, est-ce que cette conscience-là, à chaque moment, à chaque instant, à chaque fait, est-ce qu'il dirige l'homme? Est-ce que l'homme est capable, dans toutes les situations, d'utiliser cette conscience-là? Voilà la problématique de ce cours-là. Alors, c'est pourquoi maintenant, ce cours-là est intitulé l'inconscient. L'inconscient, donc, pour répondre à la question que j'ai posée tout à l'heure, est-ce que l'homme utilise toujours parfaitement sa conscience? Je dirais non, c'est pas possible. Il y a des moments où il ne contrôle plus sa conscience. Lorsque maintenant l'homme ne contrôle plus sa conscience, ou bien lorsque la conscience ne contrôle plus l'homme, alors c'est là qu'on parle d'inconscient. C'est ça l'inconscient. C'est lorsque, je répète, c'est lorsque la conscience ne contrôle plus ce que nous faisons. C'est là qu'on parle d'inconscient. Vous voyez? Alors, maintenant, a priori, il faut signaler quelque chose. Il ne faut pas croire que la conscience, l'inconscient, c'est le contraire de la conscience. C'est ça qu'il faut. Déjà, il faut enlever ça dans votre tête. Il ne faut pas croire que l'inconscient, c'est l'opposé ou bien le contraire de la conscience. Donc, il faut faire cette distanciation-là, cette différence-là au début. L'inconscient, je répète, c'est lorsque nous ne maîtrisons plus le pouvoir de notre conscience. Ou bien lorsque ce que nous faisons n'est plus rationnel. Voyez? Donc, c'est ça l'inconscient. Alors, je vais donner des exemples
Je vais donner quelques exemples. Bon, quelques exemples élémentaires. Quand je veux dire une chose, par exemple, quand je veux dire que je désire boire du café, par exemple, et je me trompe, je vais à la boutique, je dis au boutiquier, donne-moi du chat, c'est-à-dire du thé, et que le boutiquier me donne du chat. Lorsque le boutiquier me donne le thé là, je dis que ah non, je me suis trompé. Donc voyez, là c'est un acte inconscient. Ça c'est un exemple d'inconscient. Ou bien, je fais une opération mathématique. Une opération mathématique. Par exemple, je dis 4 plus 3 égale 19. Alors, et que un autre me dit que non, vous avez fait une erreur. 4 plus 3, ce n'est pas égal à 19. 4 plus 3, c'est égal à 7. Et là, je rectifie ça. Voyez, en ce moment-là aussi, ça aussi c'est une manifestation d'inconscient. Et je corrige ça immédiatement. Donc, voyez, donc c'est ça l'inconscient. Si je fais quelque chose, ou bien si je dis quelque chose, ou bien si j'ai un comportement. Et dans tous ces trois cas-là que je viens de citer, soit la parole, soit le fait, soit un comportement, et que je ne peux pas justifier ça. Voyez, s'il y a ça, alors je suis dans l'état d'inconscient. C'est ça qu'on appelle inconscient. Donc, ce n'est pas le contraire de la conscience. Donc, c'est quand la conscience ne contrôle plus ce qu'on fait. Alors, c'est ça, en fait. C'est-à-dire que je suis en train d'expliquer ce que signifie l'inconscient. Alors, on ne dit pas aussi l'inconscience dans ce cours-là. Alors, il faut faire la différence entre l'inconscience et l'inconscient. Il y a une différence. L'inconscience, c'est le contraire de la conscience, l'inconscience. Ici, il n'est pas question de ça. Ici, il est question d'inconscient avec ENT à la fin. Vous voyez, ce n'est pas CE à la fin, mais ENT à la fin. Là, l'inconscient. Voilà, le cours porte sur ça. Donc, c'est lorsque je fais quelque chose, ou bien lorsque je dis quelque chose, ou bien lorsque j'ai oublié quelque chose, et cela, on me dit que vous avez fait une erreur. Je dis que, ah, donc c'est une erreur. Je l'accepte. J'accepte mon erreur. Et maintenant, on me dit, mais pourquoi vous avez fait cette erreur-là? Je dis que, bon, c'est le hasard. Ou bien, je dis simplement que c'est un miracle. Ou bien c'est quelque chose qui devait arriver. Dans ce cas-là, je suis incapable de justifier ça rationnellement avec ma pensée. Pourquoi, tout à l'heure, dans la boutique, je n'ai pas dit café, j'ai dit chat. J'ai dit thé. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas chat, ça veut dire thé ici à Djibouti. Alors, donc, j'ai dit thé. Au lieu de dire café, j'ai dit thé. Alors, le boutiquier me dit, pourquoi toi, tout à l'heure, tu ne m'as pas dit que, tu ne m'as pas parlé du café, tu m'as parlé du thé. Je lui dis, excuse-moi, c'est une erreur. Ce excuse-moi là, c'est une erreur, c'est parce que je ne peux pas. Je n'ai pas l'arme, voyez, je n'ai pas le pouvoir de justifier pourquoi j'ai fait cette erreur-là. C'est ça l'inconscient. Quand on fait, donc, je peux le définir, donc je vais donner, à partir de ces exemples que je viens de dire, je vais donner une autre définition de l'inconscient. C'est lorsqu'on commet un fait qu'on ne peut pas justifier rationnellement. Ça peut être une définition de l'inconscient. Lorsqu'on fait quelque chose qu'on ne peut pas justifier rationnellement. Ou bien lorsqu'on commet quelque chose qu'on ne peut pas justifier avec la pensée. Logiquement, on ne sait pas le pourquoi. Très bien. Le problème de l'inconscient, c'est qu'on ne sait pas le pourquoi on a fait ça, ou bien le pourquoi on a dit ça. Le principal problème de l'inconscient, c'est ça. Très bien. Maintenant, si on connaît ce que c'est que l'inconscient, maintenant, je pense que ça doit être clair. L'inconscient. Donc, je répète. Bon, il faut que je répète pour permettre aux retardataires aussi de se rattraper un peu, ce qui a été développé. Bon, pour continuer maintenant, petit à petit. Bon, je pense que nous sommes d'accord. Alors, donc, voyez, je répète que l'inconscient, c'est tout simplement tout ce qui échappe au pouvoir de la raison. Voyez, tout ce que notre raison, ou bien tout ce que notre conscience ne peut pas contrôler. Ou bien quelque chose que nous faisons et nous ne pouvons pas dire pourquoi on a fait ceci ou bien pourquoi on a fait cela. Donc voilà ce que c'est l'inconscient, en gros. Alors maintenant, cet inconscient-là, il a une longue histoire. Très bien, il a une longue histoire. Donc j'ai défini le mot inconscient.
Maintenant, l'inconscient a une longue histoire. Cette histoire-là, je vais la scinder en deux parties. Voyez, je vais la scinder en deux parties. C'est-à-dire, je vais la diviser en deux grandes parties. Voilà, scinder veut dire diviser. Je vais diviser l'histoire de l'inconscient en deux grandes parties. Bon, dans un premier temps, les penseurs, voyez, les sociétés, voyez, les cultures, la religion, toutes ces choses-là avaient accepté l'existence de l'inconscient. Et toutes ces choses-là avaient existé, avaient accepté l'existence de l'inconscient. Toutes ces choses-là, elles avaient accepté l'existence de l'inconscient. En d'autres termes, ces choses que je viens de citer, à savoir des penseurs philosophiques, des penseurs philosophes, à savoir des cultures, à savoir des religions, elles avaient accepté quoi? Ce que c'est l'inconscient. Mais cette acceptation-là n'avait pas été considérée comme quelque chose de grande envergure. Autrement dit, l'inconscient dont je parle n'était pas considéré comme quelque chose qui est capital ou bien comme quelque chose qui a une dimension extraordinaire. Dans un premier temps, je répète que je suis en train de développer l'histoire de l'inconscient. Il y a deux étapes. La première étape, je parle des premiers penseurs philosophes qui ont soulevé la question de l'inconscient dans un premier temps. Ensuite, la culture, c'est-à-dire la culture, certaines sociétés, et enfin la religion. Ces choses-là, ces trois choses-là, que soit la culture, que soit la religion, que soit quelques philosophes, à savoir même Descartes, dont on a parlé tout à l'heure, et les penseurs arabo-musulmans, ils avaient accepté l'inconscient. Mais d'ailleurs, ils n'utilisaient pas le terme inconscient. Ça, il faut le savoir. Ils n'utilisaient pas le terme inconscient. Pourquoi? Parce que eux, ils considèrent, si on commence avec les philosophes, eux, ils considèrent que les premiers philosophes qui ont développé la théorie de l'inconscient, eux, ils considéraient l'inconscient comme un accident entre guillemets. C'est-à-dire quelque chose qui est arrivé, quelque chose qui passe rapidement, quelque chose qui est éphémère, quelque chose qui n'a pas une valeur très importante. Voilà, c'est comme ça qu'ils considèrent l'inconscient. Si on prend les rationalistes, quelqu'un comme Descartes, il dit que l'inconscient n'a pas de valeur. Parce qu'on l'a dit dans l'autre cours, c'est pourquoi je dis que la philosophie, c'est une continuité. Hier, le professeur qui était là, il vous a dit que c'est les rationalistes, ce qui fait l'homme, c'est sa conscience. Là, il n'y a pas de débat. Donc, l'homme, c'est la pensée. Alors donc, maintenant, eux, ils considèrent que maintenant, cette pensée-là peut comporter quelques parties noires. Vous voyez, quelques obscurités, quelques zones d'ombre. Alors maintenant, si on prend quelqu'un comme Descartes, qui est rationaliste, quand il parle de ces zones d'ombre-là, qui peuvent affecter la conscience, là, il parle tout simplement des perceptions sensibles. C'est-à-dire, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, dans notre âme, s'il y a des choses qui ne sont pas claires dans notre âme, s'il y a des choses qui ne sont pas claires dans notre raison ou bien dans notre pensée, comme vous voulez, ces choses-là viennent des sens. Les sens, ce sont les 5 sens, c'est-à-dire les yeux, les oreilles, le nez, la langue, voyez, et le corps, les mains. Donc les 5 organes de sens. Donc ce qui trompe l'âme, ce qu'il appelle les perceptions sensibles. Voyez, je donne un exemple. Je suis là, chez moi, je peux entendre des cris. Je pense que c'est un enfant, un bébé qui crie, alors que ce n'est pas un bébé qui crie, c'est un chat qui crie dehors. Donc vous voyez, dès que je sors maintenant, je vais savoir que ce n'est pas un bébé qui est en train de crier, mais c'est un chat qui crie. Vous voyez? Donc, ou bien, prenons le soleil. L'exemple du soleil, c'est l'exemple le plus parfait. Quand on est sur la terre, si on regarde le soleil, on va penser qu'il ressemble tout simplement à un ballon de football. C'est ça, si on se limite à nos yeux. Mais si on utilise maintenant notre conscience, c'est-à-dire notre âme, et qu'on analyse bien la distance qui existe entre le soleil et la terre, on peut dire que puisque le soleil est très éloigné de nous et qu'il est en train d'éclairer toutes les planètes, y compris la Terre, et il est partout présent, alors logiquement le soleil est plus grand que la Terre. À partir de là, maintenant, cette vérité-là
elle est conçue par la conscience. Mais si je me limitais tout simplement à mes yeux, alors là, je serais dans l'erreur. Maintenant, justement, s'il y a erreur dans l'âme, s'il y a erreur dans la conscience, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair dans notre conscience, alors les rationalistes comme Descartes disent que ça vient des sens. Donc, ce sont les sens. C'est pourquoi Descartes dit que les sens sont trompeurs. Méfiez-vous des sens. Donc, celui qui se trompe, c'est celui qui aime ses sens. Vous voyez, c'est pourquoi il dit que l'inconscient est une idolâtrie du corps. C'est-à-dire celui qui aime ses sens, c'est celui-là qui se trompe. Mais l'âme ne nous trompe pas. Vous voyez? Donc, voilà la première théorie. Mais, si on utilise bien notre conscience, alors on peut rectifier cette erreur-là. Donc, vous voyez, chez Descartes, c'est-à-dire et cela aussi est valable chez tous les rationalistes. Vous voyez, chez Descartes, vous voyez, l'âme n'est pas, chez Descartes, l'âme n'est pas la source de l'erreur. Mais la vraie source de l'erreur, ce sont les sens. Ce sont les sens qui peuvent tromper l'individu et non pas l'âme. Et maintenant, cette erreur-là, arrivée au niveau de l'âme, l'âme peut rectifier cette erreur-là et peut la corriger en faisant tout simplement ce qu'on appelle un discernement, c'est-à-dire nettoyer tout. Vous voyez? Donc l'inconscient ne vient pas de l'âme, mais ça vient des sens, c'est-à-dire du corps, si vous voulez bien. Les sens, en philosophie, quand on dit le corps, on peut l'associer au sens, mais dans une certaine mesure. Donc pour les élèves, les sens et le corps, ça signifie exactement la même chose. Pour ce domaine-là, quand on dit sens et corps, ça signifie à peu près la même chose. Donc, ce qui trompe l'individu, c'est son corps, mais non pas sa conscience. Donc, voyez, Descartes admettait l'existence de l'inconscient. Il acceptait l'existence de l'inconscient. Mais cet inconscient-là n'a pas une valeur capitale. Pourquoi? Parce qu'on peut la corriger, on peut la rectifier, on peut trouver aussi ses origines. Qu'est-ce qui nous trompe? On peut trouver ça. Donc, ça n'a pas une valeur très importante. Vous voyez, l'inconscient donc n'a pas une valeur très importante. Vous voyez, donc c'est la même chose que son disciple, son élève. Leibniz est disciple de Descartes, c'est un cartésien. Lui aussi, il parle de l'inconscient. Et en parlant de l'inconscient, il montre effectivement, comme son maître l'a dit, que l'inconscient n'a pas une valeur importante chez l'homme. Il existe. Lui, il dit que l'inconscient aussi vient des sens. Mais attention, chez Leibniz, c'est plus complexe que chez Descartes. Chez Leibniz, il y a ceux qui viennent des sens. Il y a des choses qui viennent des sens qui peuvent nous tromper. Il y a des choses maintenant qui viennent des sens qui ne peuvent pas nous tromper. Ceux qui viennent des sens qui ne peuvent pas nous tromper, c'est ce que Leibniz appelle les grandes perceptions. Exemple, si je vois un train, le train c'est en fait la machine là qui passe sur les rails avec des wagons, c'est ça qu'on appelle un train. Alors, si je vois un train, j'entends le bruit du train et ça, ce sont mes oreilles qui me donnent le bruit du train et je dis que, clairement, logiquement, que ce bruit là vient du train, le train qui passe devant moi. Donc ça c'est donc le bruit là que j'ai perçu de mes sens, ça c'est conscient, c'est clair que ce n'est pas le bruit d'un avion, ce n'est pas le bruit des vagues de la mer, ce n'est pas le bruit d'une usine, mais ce bruit là vient du train, le train qui est passé devant moi. Alors, mais le problème qui se pose ici, c'est quoi? C'est que je ne peux pas savoir, puisque supposons que ce train-là compte 10 wagons, plus la locomotive, mais je ne peux pas dire que voilà le bruit du premier wagon, voilà le bruit du deuxième wagon, voilà le bruit du troisième wagon, voilà aussi le bruit de la locomotive. Je ne peux pas dire ça. Impossible. Maintenant, c'est ce qu'il appelle les petites perceptions, les bruits de chaque wagon. C'est ça qu'il appelle les petites perceptions. Donc, on n'est pas conscient. L'inconscient, c'est ça, justement, ces petites perceptions-là. Donc, vous voyez, ça, ce ne sont pas des choses intéressantes, ce sont des choses superficielles. Donc, que soit c'est Leibniz, que soit c'est Descartes, vous voyez, l'inconscient, dans tous les cas, vient des sens. Et c'est pas du tout, vous voyez, c'est Leibniz, c'est pas intéressant de savoir le bruit de chaque train. Ça, c'est de chaque wagon, pardon. Ça, c'est pas intéressant.
Il n'est pas intéressant de connaître le bruit du wagon A, du wagon B, du wagon C et de la locomotive. Ce n'est pas intéressant. Chez Descartes aussi, s'il y a des choses qui nous viennent des sens, c'est-à-dire à l'extérieur de nous, et que ces choses-là forment un noir à l'intérieur de notre âme, alors on peut nettoyer, on peut enlever ce noir-là, c'est-à-dire on peut corriger ces erreurs-là. On peut les corriger. Donc, que soit c'est les rationalistes, à savoir Descartes et Leibniz, l'inconscient existe. Vous voyez, l'inconscient existe. Mais ce n'est pas quelque chose d'intéressant. Donc, retenons ça. Vous voyez? Donc, l'inconscient, c'est les rationalistes, ça vient du corps. Pour résumer simplement. Alors, et je rappelle que chez Descartes, c'est plus chez Leibniz, c'est plus complexe que chez Descartes. Maintenant, si on progresse, si on prend par exemple les théories, prenons par exemple les théories religieuses d'abord. Si on prend par exemple la religion monothéiste, en particulier la religion musulmane, l'islam. Alors, l'inconscient se manifeste par exemple pendant les rêves. Voyez, celui qui est en train de rêver, alors on lui a envoyé un message qui vient de Dieu. C'est un message divin. Alors maintenant, le rêveur, celui qui a rêvé pendant la nuit, il ne peut pas décrypter. Il ne peut pas décrypter l'essence et la portée de ce message-là. Voyez, il ne peut pas le savoir. Maintenant, il peut voir quelqu'un d'autre, un érudit, ou bien un cheikh, ou bien un imam, en tout cas, qui a une certaine dimension, qui est capable maintenant de déchiffrer ou bien d'interpréter ce message-là d'une façon logique et cohérente. Mais lui, il ne sait pas pourquoi il rêve. Voyez, donc c'est une manifestation de l'inconscient dans les théories, dans les théories religieuses. Si on prend la culture aussi, l'inconscient, c'est tout simplement lorsque l'individu, c'est des exemples, lorsque par exemple l'individu est attaqué par des esprits invisibles, c'est-à-dire par des esprits surnaturels que nous ne voyons pas, entre parenthèses, si vous voulez, les djinns ou bien les diables, qui peuvent pénétrer un individu à tout moment. Et lorsque l'esprit-là pénètre l'individu, alors vous savez que l'esprit n'a pas de corps. L'esprit, ce n'est pas une matière, c'est quelque chose d'intelligible. Vous voyez, c'est comme un vent, si vous voulez. Il peut pénétrer un individu à tout moment. Et lorsqu'il pénètre maintenant l'individu, alors la première chose qu'il va faire, c'est de dominer l'âme, c'est-à-dire la conscience de cet individu-là. Alors, et dès lors, il contrôle cet individu-là. Et ce qui crée justement les crises d'épilepsie, ce qui crée des délires, ce qui crée beaucoup de maladies. Dans ce cas-là, Mado, excusez-moi, déplace-toi. Si le réseau est lourd, tu te déplaces. Déplace-toi là où tu es, déplace-toi. Si le réseau est lourd, tu te déplaces. Ok, alors, donc, voyez, si, donc, comment dire encore, comment dire encore, là où j'étais, voilà, lorsque l'individu, donc, est attaqué très bien par ces esprits-là, alors l'individu n'a plus le pouvoir sur lui. Il est totalement dominé par cet esprit-là. Dès lors, il manifeste des phénomènes inconscients. Voyez, dès lors, il manifeste des phénomènes inconscients. Donc, vous voyez, je répète avant de continuer tout ce que je viens de dire. Bon, je vais faire tout simplement, je vais essayer d'épiloguer rapidement. Alors, pour ceux qui nous ont rattrapés en cours de route, alors actuellement il y a l'appel du muezzin là qui fait que vous n'entendez pas bien ce que je dis, c'est l'heure de la prière. Alors, mais dans tous les cas, je vais faire des efforts, je vais augmenter le volume de ma voix pour que vous entendiez bien. Alors, donc, vous voyez, je répète ce que j'avais dit. Je répète que, alors, très simplement, que l'inconscient, ce n'est rien d'autre que l'inconscient, ce n'est rien d'autre que tout phénomène qui arrive à un individu et l'individu ne peut pas justifier la cause de ce phénomène-là d'une façon logique. Ou bien simplement, l'inconscient, c'est lorsque la conscience n'arrive plus à nous contrôler, n'arrive plus à contrôler l'homme. C'est aussi simple que ça. C'est lorsque la raison, ou bien la pensée,
ou bien la conscience n'est plus maître de l'homme. Si vous voulez, lorsque la conscience n'est plus ce qui nous contrôle. Si vous voulez bien. C'est ça l'inconscient. Donc c'est ça la définition. Maintenant, je vous ai dit que tout à l'heure que cet inconscient-là a une histoire. Pour comprendre bien cette histoire-là, il faut ramasser, si vous voulez, les premières théories philosophiques qui ont été développées chez les rationalistes. Ensuite, dans les cultures, notamment les cultures surtout négro-africaines, et ensuite dans la religion, ce que nous avons vu dans un premier temps. Maintenant, la deuxième partie je vais rappeler la première partie, je vais rappeler ce que je viens de dire tout à l'heure. Maintenant, mais pour anticiper un peu, la deuxième partie maintenant, c'est là où l'inconscient va poser beaucoup de problèmes. Parce que ça va être l'opposé à peu près de ce que nous venons de dire. Parce que ce que nous venons de dire, c'est quoi? C'est que chez les rationalistes, l'inconscient existe, bel et bien, mais il n'a pas un pouvoir extraordinaire. Il n'a pas un pouvoir intéressant. Parce que tout simplement, c'est quelque chose qui est corrigible, qu'on peut corriger rapidement. C'est quelque chose qu'on peut comprendre aussi ses origines. Ça, ce sont les rationalistes. Parce que les rationalistes disent que l'homme, c'est la pensée. Donc, ils ne peuvent pas admettre. D'ailleurs, s'ils admettaient, si Descartes, Leibniz admettaient que, et surtout les philosophes arabo-musulmans, je répète, les philosophes arabo-musulmans, Ibn Sina, que l'autre, je ne veux pas entrer dans ces détails-là, parce que l'autre qui était là hier en avait longuement parlé. Alors, voyez, si l'inconscient n'était pas, si les rationalistes avaient considéré l'inconscient comme quelque chose d'intéressant, alors ils vont entrer dans un principe de contradiction. Parce qu'ils ne peuvent pas dire que l'homme c'est la conscience, ensuite dire que la conscience là n'est pas intéressante, c'est l'homme. C'est aussi simple que ça. Donc c'est pourquoi l'inconscient existe. L'inconscient existe. Mais il n'est pas du tout intéressant. Bon, Aboubakar Farid Hussein, tu me dis qu'est-ce que l'inconscient pour Freud? On n'est pas encore là-bas. Ça va être la deuxième partie. Aboubakar, ça c'est qui va être la deuxième partie. Quelles sont les manifestations de l'inconscience? Alors, Aboubakar Farid aussi, ça j'en ai parlé tout à l'heure. On ne dit pas l'inconscience. L'inconscient, enlève le CE là. C'est ça, tout à l'heure j'en ai parlé. Je ne sais pas si tu m'écoutais ou pas. On ne dit pas l'inconscience, on dit l'inconscient. L'inconscience, c'est l'absence totale de la conscience. Ici, on n'est pas dans ce champ-là. Parce qu'on est dans le champ du sujet. C'est quand l'homme perd sa conscience. C'est ça. C'est quoi ici? Il est interdit de dire l'inconscience. Alors, donc maintenant, bon, c'est justement. Alors, donc, je suis dans la première partie. C'est-à-dire, il faut suivre la logique de l'explication. Il ne faut pas anticiper des questions. Sinon, vous risquez de créer un désordre total. Je n'ai pas encore parlé de Freud. Freud, c'est ça qui va être la deuxième partie, justement. Je suis en train de montrer l'histoire de l'inconscient. Je dis que l'inconscient, dans un premier temps, je répète encore la répétition. C'est vrai que je répète beaucoup, mais n'oublions pas qu'elle est pédagogique aussi. Alors, donc, je répète ce que j'avais dit. Alors, dans un premier temps, l'inconscient, c'est tout simplement tout phénomène ou bien toute chose qui arrive à l'homme et que l'homme ne peut pas justifier ça rationnellement. C'est aussi simple que ça. Tout ce qui m'arrive et que je ne peux pas dire le pourquoi. C'est ça. C'est ça. Tout ce qui m'arrive et je ne peux pas justifier ça rationnellement. C'est ça. Tout ce qui m'arrive, tout ce qui arrive à un homme et que l'homme ne peut pas justifier ça rationnellement. C'est ça l'inconscient. Voyez? Donc, première chose. Maintenant, deuxième chose. Cet inconscient-là, je vous ai dit que moi, je divise le cours en deux grandes parties. Oui, mais chaque partie comporte des éléments qu'on peut appeler des sous-parties. Donc, j'ai parlé de la théorie de l'inconscient chez les rationalistes, eux qui considèrent que l'inconscient existe. Mais cet inconscient-là est originaire des sens. Vous voyez, les causes de l'inconscient viennent des sens, c'est-à-dire viennent du corps. C'est-à-dire des cinq sens, des yeux, des oreilles, du nez, etc. C'est ça l'inconscient.
Vous voyez ce que je vous dis? C'est chez Descartes et Leibniz. Kant même en a parlé. Kant en a parlé. Mais c'est que, pourquoi je n'entre pas? Parce que hier, il n'en avait pas parlé de ça. C'est pourquoi je veux faire une suite logique de ce que vous avez vu ça ici hier. Alors, donc, ensuite maintenant, pour ce qui est de la religion et de la culture, l'inconscient se résume essentiellement au niveau des rêves. Celui qui rêve, celui qui est en train de rêver, alors manifeste un inconscient en lui. Le rêve est une manifestation de l'inconscient. Voilà, c'est ce qui est beaucoup plus juste. Le rêve, dans la religion, c'est une manifestation de l'inconscient. Celui qui est, pour ce qui est des cultures africaines, celui qui est attaqué par des peurs mystiques, ce qu'on appelle des esprits qui errent, parce que l'esprit, je rappelle qu'il ce n'est pas une matière, il n'a pas de corps, c'est quelque chose qui erre, c'est quelque chose qui est invisible. À tout moment, il peut pénétrer, par exemple, une jeune fille, et quand il pénètre la jeune fille, il va prendre le contrôle de sa conscience, c'est-à-dire de sa pensée, et dès lors, il domine la fille dans toutes ses activités. Cette fille-là qui tombe, qui fait des délires, qui a un comportement bizarre, qui insulte. Vous voyez, dans ce cas-là, voilà, ça c'est des manifestations de l'inconscient. Vous voyez, maintenant, pour continuer, dans la première partie, que soit chez les philosophes rationalistes, que soit, je rappelle que les philosophes rationalistes que j'ai cités ici, il n'y a que deux, Leibniz d'une part et Descartes. Vous voyez, je rappelle que quand je dis philosophe, Leibniz il est disciple de Descartes, ça il faut le savoir. Alors, donc c'est un cartésien lui-même. Alors, donc c'est un cartésien, Leibniz. Alors, ensuite, j'ai parlé aussi des théories religieuses. Bon, en parlant des rêves, j'ai parlé aussi des pensées culturelles, négro-africaines surtout, qui parlent d'esprit mystique, des choses mystiques, alors qui peuvent pénétrer l'individu à tout moment, et cet individu-là, alors, manifeste un inconscient profond. Voilà donc la première partie. Maintenant, la deuxième partie maintenant, Abdourazak, toi qui demandais Freud, c'est là qu'on va parler de Freud. Cette deuxième partie maintenant, Freud va maintenant détruire tout ce que je viens de dire tout à l'heure. Ici, l'inconscient n'est plus, comme ce que j'avais dit tout à l'heure, n'est plus comme un simple accident, comme quelque chose d'inintéressant. Ce n'est plus ça. L'inconscient maintenant va avoir un poids. Autrement dit, pour être même plus simple, l'inconscient même, c'est ce qui va définir l'homme chez Freud. L'inconscient, chez Freud, c'est ce qui va définir l'homme. Toutes les théories qu'avaient dit les rationalistes, les métaphysiciens, vous voyez, toutes ces théories-là vont être terrassées par Freud. Vous voyez, c'est simple. Chez Freud, vous voyez, tout à l'heure, je vous avais dit que chez les autres philosophes, ils disent que le premier problème, c'est ça, ce que je vais dire. Le premier problème, c'est que chez les rationalistes, l'inconscient n'est pas créé, ne vient pas de notre âme. Le fait d'être inconscient, ce n'est pas originaire de notre âme, ça ne vient pas de notre raison. La première chose, c'est ça. La première chose, c'est ça. C'est les rationalistes, ils disent que l'inconscient vient du corps. Tout ce qui peut nous rendre inconscients, ça vient des sens. C'est Freud, c'est justement le contraire. Tout ce qui peut nous rendre inconscients, il est présent déjà dans notre âme. C'est là la différence. Celui qui comprend ça a compris le cours. Franchement, l'inconscient ne vient pas à l'extérieur. Mais l'inconscient se développe à l'intérieur de notre âme. C'est ce que Freud... voilà la différence. Celui qui comprend ça, il a compris le cours. Les autres philosophes, bien avant Freud, considéraient l'existence d'un inconscient à laquelle ils n'attribuaient pas une grande importance. Freud dit non, l'inconscient ne vient pas des sens, mais l'inconscient même se développe à l'intérieur de notre âme. Voyez maintenant comment l'inconscient se développe à l'intérieur de notre âme. Voilà la raison. Alors Freud dit que tout simplement, d'abord, il y a des choses qui sont naturelles en nous, déjà. Ce qu'on appelle les pulsions. Je rappelle que la pulsion, ce n'est rien d'autre qu'une énergie naturelle qui doit être déchargée. C'est ça la pulsion. C'est une énergie, par exemple, la libido, l'envie de la sexualité. Ça, c'est une pulsion de vie. Vous voyez, il y a deux formes de pulsion chez Freud.
il y a les pulsions de vie et les pulsions de mort. Par exemple, la libido, c'est-à-dire cette envie, la libido, c'est cette envie-là que l'individu sent quand il a envie de faire la sexualité. Ça, c'est la libido. C'est une pulsion de vie. Alors, l'autre pulsion, maintenant, c'est la pulsion de mort. Tout ce qui est rapport avec les activités sanguinaires, par exemple. Il y a des gens parmi nous qui sont animés par une envie de voir du sang. Le sang d'autrui qui coule. Vous voyez, S-A-N-G, le sang. Envie de voir le sang d'autrui. C'est-à-dire le faire de mal. Ou bien tout simplement, pour être simple, le fait de faire du mal à l'autre. Ça, c'est une pulsion. Vous voyez, donc il y a deux pulsions. Donc, mais ça, c'est naturel en nous. Nous sommes nés avec ces pulsions-là. La pulsion n'est pas acquise, mais elle est innée. Vous voyez, ces deux pulsions-là sont innées. Première chose, donc, ça fait partie de nous. Deuxième chose maintenant, depuis que nous sommes enfants, jusqu'à un certain âge, alors il y a un vécu. On a un vécu. Il y a notre éducation, nos fréquentations, voyez, nos sensibilités, nos visions, nos observations. C'est-à-dire tout ce que nous faisons, si vous voulez, entre l'âge 0 année, de 1 mois, si vous voulez, jusqu'à 7 ans, à peu près. C'est à peu près ça. Tout ce vécu-là, il est enregistré par notre âme. Ce qu'on a l'habitude d'entendre, ce qu'on a l'habitude de voir, ce qu'on a l'habitude de sentir, et même ce qu'on a l'habitude de manger, de goûter. Les goûts, est-ce que c'est salé, c'est sucré? Voyez, le parfum qu'on a l'habitude de sentir avec le nez, les couleurs que nous avons l'habitude de voir, les bruits que nous avons l'habitude aussi d'entendre. Tout ça, dès notre enfance, notre âme enregistre toutes ces choses-là, justement. Et ces choses-là maintenant, en plus des pulsions dont je viens de parler tout à l'heure, donc ce vécu-là, ce qu'on appelle le vécu-là, l'éducation, les fréquences, les habitudes, voyez, et les deux choses naturelles dont j'ai parlé tout à l'heure, à savoir les pulsions. Voyez maintenant, toutes ces choses maintenant vont se combiner et vont former maintenant un corps, si vous voulez, un corps, mais un corps qu'on ne peut pas toucher, un corps dans notre âme, dans l'âme. Maintenant, cette âme-là, c'est ce que Freud appelle, cette âme-là, c'est ce que Freud appelle l'appareil psychique. Maintenant, la plus grande partie de notre âme, c'est elle maintenant qui comporte ces choses dont je viens de parler tout à l'heure. Toutes ces choses-là dont je viens de parler tout à l'heure. C'est-à-dire, toutes ces choses que je viens de dire. Voyez, à savoir, les deux pulsions-là. Ça, c'est naturel, les pulsions. Je rappelle que c'est naturel, ça fait partie de nous. Quand on dit naturel, ça veut dire qu'on est né avec ça. Voyez, depuis que nous sommes nés, il y a ça. Ça fait partie de notre nature. Voyez? Alors, donc, voyez, donc c'est ça. C'est ça. Donc, les deux choses-là, à savoir la pulsion et notre vécu. Le vécu, c'est-à-dire nos fréquences. Voyez, tout ce qui est notre éducation, notre instruction aussi. Voyez ce qu'on a l'habitude d'entendre, ce qu'on a l'habitude de voir, de sentir. Voyez, tout ça, en plus de pulsions maintenant, vont occuper la plus grande partie de notre âme. C'est ce que Freud maintenant appelle le ça. C'est ça qui forme maintenant le ça. Le ça, c'est ça qui le forme. C'est cette partie-là justement même, le ça même que vous pouvez appeler l'inconscient. Cette partie-là, c'est ça qui est l'inconscient. Voyez, donc maintenant, c'est cette chose-là qui occupe la plus grande partie de l'âme. Cette chose-là qui occupe la plus grande partie de notre, qui occupe la plus grande partie de notre âme. Voyez, alors, notre âme maintenant, c'est cette partie-là qu'on peut appeler aussi la boîte noire. On peut l'appeler la boîte noire parce que c'est très obscur. Maintenant, c'est ça, cette partie-là symbolise notre vécu. Tout notre vécu, toute notre enfance et même tous les événements qui nous ont marqués. Par exemple, si un jour on a assisté à un accident dramatique, vous voyez, on a vu par exemple un camion de 10 tonnes qui passe sur un enfant de 5 ans, voyez, et qui l'heurte, voyez, alors cette image-là est là-bas dans l'inconscient.
C'est ça qu'on appelle aléa. C'est ce qu'on appelle aléa en psychologie. Ça reste dans notre âme. Ça reste dans la boîte noire. Ce que j'ai dit tout à l'heure, la boîte noire, le ça là. Notre éducation est là-bas. Voyez ce qu'on a l'habitude d'entendre, de voir est là-bas. En plus de ce qui est naturel. Les deux pulsions. La pulsion de vie et la pulsion de mort. Très bien. Donc tout ça se trouve dans l'âme. Contrairement maintenant aux autres qui disaient que ce qui est inconscient vient tout simplement de l'extérieur et vient se manifester. Ici, ce n'est pas ça. Ici, ça se forme dans l'âme depuis notre enfance. Voyez maintenant, cette partie-là noire qui contient tous ces éléments-là, ce sont ces éléments-là maintenant. Ces éléments-là sont très forts. Ils ont une force, que ce soit tout le vécu, les éléments du vécu, que ce soit les deux pulsions. Ces éléments-là sont très forts. Qu'est-ce qu'ils font? À chaque fois, ils utilisent la violence. Ils utilisent la violence parce qu'ils sont forts. Maintenant, ils vont essayer d'heurter, c'est-à-dire d'offenser, de contourner, si vous voulez, ou bien de lutter contre notre partie-là, la partie la plus claire de notre âme, c'est-à-dire la partie de la pensée. Voyez? Donc, la grande partie maintenant, je vous ai dit que seulement ce que je dis quand même, c'est une théorie, mais si on avait un tableau pour dessiner ça, c'est le plus simple. Mais essayez de comprendre. Alors, donc, voyez, l'âme, donc, je vous ai dit que la plus grande partie, retenez ceci, l'âme comprend deux parties. Deux parties. Il y a une partie consciente, partie claire, qui est la pensée. Je parle de Freud, je parle de la théorie freudienne. Il y a une partie qui est très claire, qui est la pensée. Maintenant, cette partie très claire là, qui est la pensée, c'est la plus petite partie. La plus grande partie maintenant est composée de tout ce que j'avais dit tout à l'heure. Tout ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est quoi? Tout, c'est un adjectif indéfini. Tout, c'est vague. C'est tout ce qui nous a marqué dans notre enfance. Tout notre vécu infantile. Jusqu'à maintenant. Et en plus des deux pulsions. Tout ça se trouve dans la plus grande partie. Voyez maintenant la plus petite partie qui est la partie claire ou bien la partie pensée. Alors, ça aussi, on peut le diviser en deux sous-parties. Mais ça, ce n'est pas intéressant. Retenez qu'il y a une grande partie. Ce qui est plus intéressant, retenez que dans l'appareil physique, il y a une grande partie. La plus grande partie maintenant, c'est la partie obscure. C'est la partie noire. C'est la partie inconsciente. C'est la partie qui contient tous les éléments qui nous ont marqués depuis notre enfance jusqu'à maintenant. Voyez? Maintenant, toutes ces choses-là, à chaque fois, ils veulent quitter cette partie maintenant pour entrer dans la partie claire de l'âme. Lorsqu'ils viennent maintenant dans cette partie claire de l'âme, qui est le moi ou bien le je, si vous voulez, ou bien la pensée, et là maintenant, il y aura une bataille entre notre pensée et ces éléments-là qui quittent cette partie-là qui est sombre. Les éléments qui quittent cette partie-là qui est sombre. Maintenant, quand ces éléments-là viennent offusquer la partie lumière, alors là-bas, il y aura une bataille, il y aura un dialogue. Voyez, parfois maintenant, le moi gagne, dit non, qui ne passe pas. Hélas, donc cet élément-là est refoulé. Parfois maintenant, cet élément-là va dominer la partie claire. Dominer la partie claire. Elle va dominer la partie claire. Et maintenant, si elle domine la partie claire, alors c'est là la manifestation de l'inconscient chez Freud. Justement, je vais rendre ça beaucoup plus clair. Ce que je viens de dire, je vais rendre ça beaucoup plus clair. Alors, pouvons-nous dire que l'inconscience est une réalité concrète? C'est ce que je suis en train d'expliquer, monsieur. Je ne sais pas celui qui a écrit cette question-là. Ensuite, les questions, on ne les pose pas ici. Les questions, vous attendez après. Vous le posez dans Agora virtuelle. Ici, on écoute, on prend note. Si vous pouvez apprécier, partager, c'est mieux. Mais on ne peut pas répondre, faire court et en même temps répondre à ces genres de questions. Ou bien vous attendez la fin du cours. Soyez un peu ordonné. Alors, donc, voyez, alors, ou bien si quelqu'un d'autre peut répondre à sa question, il répond. Mais je ne peux pas en même temps répondre ça, écrire et faire court. Ce n'est pas possible. Alors, donc, voyez, la question c'est quoi? Ce que je viens de dire. Pour rendre ce que je viens de dire plus clair, alors, je rappelle que je suis dans la deuxième partie. C'est vrai que je répète beaucoup, mais c'est pour que... Il faut savoir que ce cours-là aussi est un cours complexe. C'est un cours complexe.
Oui. Alors, donc, je rappelle que là, je suis dans la deuxième partie, je suis en train de parler de la théorie freudienne qui contredit ce que j'avais dit dans la première partie. Je rappelle que c'est Freud, donc retenez que l'âme comprend deux parties. C'est vrai qu'en classe, on vous a dit le ça, le moi et le surmoi. D'accord. Mais le moi et le surmoi, ce n'est qu'une seule partie. C'est la pensée. Donc, retenez, c'est simple. Il faut dire que chez Freud, l'âme comprend deux parties. L'inconscient et la conscience. C'est aussi simple que ça. L'inconscient et la conscience. La conscience, c'est la pensée. C'est la lumière. L'inconscient, maintenant, c'est l'obscurité. Maintenant, cet inconscient-là, ce qui est dans l'inconscient, ce n'est rien d'autre que ce qui nous a marqué de notre enfance jusqu'à vers l'âge de 7 ans, si vous voulez. Première chose, tout notre vécu, ça qu'on appelle le vécu. Vous voyez, l'éducation, ce qu'on a l'habitude, maman avait l'habitude de prendre, quand j'avais 2 ans, maman avait l'habitude d'utiliser telle couleur, quand elle me portait sur son dos, elle utilisait la couleur verte, ou bien elle utilisait tout ça maintenant. Toutes ces choses-là, notre âme va enregistrer ça. Et quand l'âme enregistre ça, elle enregistre ça dans la plus grande partie qui est la partie inconsciente. Vous voyez les parfums qu'elle utilise, que ma mère utilise. Vous voyez ce qu'elle me donnait. Est-ce que quand j'étais bébé, et ce qu'elle me donnait, c'était des choses sucrées, des choses amères ou bien des choses salées? Tout ça, l'âme enregistre ça dans cette grande partie-là. En plus maintenant des pulsions. Les pulsions. Les pulsions, je rappelle que ce n'est rien d'autre qu'une énergie qui doit être satisfaite, déchargée. Et je vous rappelle que les pulsions sont au nombre de 2 catégories. Il y a ce qu'on appelle les pulsions de vie, il y a ce qu'on appelle les pulsions de mort. Eros, Anatos. Voilà, comme Freud les appelle. Voyez, ces 2 pulsions-là, je vous ai donné des exemples. La pulsion de vie, l'envie, la libido par exemple. La libido, c'est-à-dire cette envie qui se manifeste à l'individu quand il veut passer à l'acte sexuel. C'est ça. L'autre maintenant pulsion, c'est la pulsion de mort. C'est-à-dire l'envie, c'est une envie. C'est un désir de faire du mal à autrui. Par exemple, pulsion de mort, pulsion de vie. Ou bien un désir même de faire du mal à soi-même. Envie de faire du mal, il y a des gens qui ont cette envie-là. Par exemple, prendre une lame ou bien un couteau, déchirer son corps. Ça, c'est une pulsion de mort. Vous voyez, ou bien de prendre un couteau, l'enfoncer dans le ventre d'autrui. C'est aussi ça, c'est une pulsion. Vous voyez donc, l'inconscient, donc, c'est ça. Ce sont ces choses-là qui se développent dans la plus grande partie de notre âme. Je rappelle que dans le vocabulaire freudien, l'âme, c'est ce qu'il appelle l'appareil psychique. L'appareil psychique. Maintenant, dans cette grande partie-là de l'âme, ce sont ces éléments-là qui composent cette grande partie de l'âme-là qui sortent petit à petit, avec force, avec violence, et qui perturbent la pensée. Et maintenant, arrivé au niveau de la pensée, cette zone-là que j'appelle la conscience, ou bien le moi, si vous voulez bien, alors il y a une bataille. Il y a une bataille. Par exemple, je dis une pulsion de vie. La pulsion de vie. Par exemple, l'envie de tuer, disons pulsion de mort, parce que c'est plus moral. Alors par exemple, l'envie de faire du mal à autrui. Par exemple, je sens en moi, il y a quelque chose, cette énergie-là qui est en moi. Je sens qu'aujourd'hui, je dois voir le sang d'autrui. C'est-à-dire, il faut que je prenne mon couteau et que je tue un individu, un être humain. Ça, c'est une pulsion de mort. Il faut que je tue aujourd'hui, cette nuit-là, il faut que je tue une personne. Ça, c'est une pulsion de mort. Maintenant, cela se manifeste au niveau du ça, c'est-à-dire la plus grande partie. Maintenant, mais pour que cela se réalise, il faut que ça arrive au niveau de la pensée, au niveau du moi. Maintenant, arrivé au niveau du moi, je vous ai dit que tout à l'heure, le moi, c'est la conscience. La conscience, elle est morale. Hier, votre prof vous a dit ça. Elle ne peut pas accepter l'acte de criminalité, c'est-à-dire prendre un couteau et tuer autrui. Parce que si on le fait religieusement, c'est pas bon. Juridiquement, j'aurai des problèmes avec la police, avec le tribunal. Moralement aussi, c'est pas bon. Donc, la pensée, la conscience va rejeter ça. Et ça va revenir. Ça se manifeste encore, ça ne sort pas. Ça se manifeste encore dans le ça, dans la plus grande partie. Et lorsque ça se manifeste dans le ça, dans la plus grande partie qui est l'inconscient, alors, il va encore revenir. Il va revenir.
Il va revenir. Maintenant, s'il revient, le moi, la conscience refait la même chose. Il va retourner là où il était. À chaque fois, il y a bataille. Il va revenir, la conscience fait la même chose. Maintenant, il va attendre la nuit. Quand nous dormons, par exemple, il peut revenir quand nous dormons. Et se réalise sous forme de rêve. Là, on rêve, on prend le couteau, on tue autrui dans le rêve. Alors c'est pourquoi le rêve, justement, est une manifestation de l'inconscient. Ce n'est rien d'autre qu'une envie que notre moi a refoulée une fois, plusieurs fois. Et à un moment donné maintenant, elle attend le moment où la conscience arrive à un niveau très faible, ce qu'on appelle apoplexie. Voyez, pendant le sommeil, maintenant pour se réaliser dans le sommeil. Et on dort, on rêve à tuer un individu. Là, notre désir s'est réalisé. Là, il n'y a pas de problème. Maintenant, si par exemple, l'envie de tuer une personne, voyez, se manifeste, c'est un désir, c'est une pulsion de mort, se manifeste dans notre ça. Arrivé au niveau du moi, de la pensée rejette ça une fois, une première fois. Il revient, la pensée rejette ça une deuxième fois. Il revient énormément de fois. Voyez, il revient énormément de fois, ce désir-là revient à chaque fois. Et à chaque fois qu'il revient, la pensée le rejette. Et que l'individu ne dort pas, par exemple, ne dort pas bien. Donc, il n'a pas la possibilité de se réaliser pendant les rêves. Alors, là, à un moment donné maintenant, il peut prendre une ampleur beaucoup plus grave, beaucoup plus déterminée, beaucoup plus catastrophique. Et là, pour celui qui me demandait tout à l'heure, l'inconscient peut-il être une réalité concrète? Justement, dans cette situation maintenant, cette envie-là que nous avons refoulée énormément de fois, qui ne s'est pas réalisée dans le rêve, qui ne s'est pas réalisée dans le langage, alors va prendre une forme concrète. Et l'individu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre un couteau, parce que là, il ne peut plus pourquoi il ne peut plus se contrôler? Il ne se contrôle plus. Parce que tout simplement, il est dans la confusion totale. Je vous ai dit que le ça a une force. Tous les éléments qui composent le ça, que ce soit les pulsions, que ce soit notre vécu, les événements malheureux, ils ont une force. L'individu maintenant se trouve dans ce que Platon appelle une confusion totale. Il ne peut plus user sa pensée. Maintenant, la pensée s'est mélangée avec l'inconscient. Voyez, l'individu maintenant, il est devenu totalement un être inconscient. Et il peut prendre avec un énervement, effectivement, parce que c'est l'inconscient. Il ne pense plus. Il n'utilise plus sa pensée. Il peut prendre 10 coups, un couteau et tuer autrui. Quelques minutes maintenant après, il y aura une séparation de la pensée et de l'inconscient. C'est-à-dire du conscient et de l'inconscient. Du conscient, c'est-à-dire la partie claire et la partie sombre. Il y aura une séparation. Et maintenant, quand on l'amène à la police ou bien au tribunal, il dit que je ne l'ai pas fait exprès, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Et justement, c'est ça l'inconscient. C'est cette définition-là que je vous avais donnée a priori. C'est lorsqu'on commet quelque chose et qu'on ne peut pas justifier cette chose-là. C'est ça l'inconscient. Vous voyez, cet individu-là qui a tué autrui, qui a tué son semblable, et à qui on amène devant le procureur ou bien devant le commissaire, il dit que je ne sais pas pourquoi j'ai tué cette personne-là. Il ne le sait pas. Il ne le sait pas. Il ne le sait pas. Voyez, il ne le sait pas. Donc, voilà ce qui fait que maintenant, l'inconscient, c'est lorsque on commet un acte qu'on ne peut pas résoudre. Donc, l'inconscient se manifeste comme ça chez Freud. Donc, c'est comme ça que chez Freud, tout ça se trouve à l'intérieur de notre âme. Voyez, c'est pourquoi il faut toujours rappeler notre cours qui est sur la conscience. L'âme, c'est une clarté. L'âme, c'est une lumière naturelle. C'est ce que disent les arabo-musulmans, Al-Ghazali et Ibn Sina, que l'âme est une lumière naturelle. Voyez, l'âme est une lumière naturelle. C'est quelque chose qui est clair, qui n'a rien de noir. L'âme n'a rien de noir, tout est clair. Voyez, alors, s'il y a des choses qui sont, des petits points qui sont noirs, alors on peut les gommer, on peut les enlever. Maintenant, chez Freud, c'est pas comme ça. L'âme n'est pas totalement claire, mais il y a une petite, très petite partie. C'est pourquoi on dit cette citation-là en général. Ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Ce qu'on voit dans l'âme, cette clarté-là, c'est une très petite partie. Ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Iceberg, c'est un mot anglais ou bien allemand, si vous voulez. C'est-à-dire, ice, c'est cette glace-là qui se trouve dans la mer, qui est immense, très grande. Mais ce qui est à l'intérieur est 10 millions de fois plus grand que ce qui est à l'extérieur.
Ici aussi, c'est la même chose. Ce que nous croyons que de l'époque, à l'époque, jusqu'à l'analyse freudienne, nous croyons que l'âme est totalement claire. L'âme est totalement claire. C'est ce que nous avons cru. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Il y a des parties, Freud dit que l'âme est presque, je dis presque, presque totalement obscure. Il y a une petite partie qui est claire. Et cette petite partie-là qui est claire, c'est la pensée. Maintenant, toute cette partie-là qui est noire, qui n'est pas claire, c'est là où notre vécu, quand je dis notre vécu, notre éducation infantile, voyez, notre instruction, les événements que nous avons vécu pendant notre enfance, ce qu'on a l'habitude de voir, ce qu'on a l'habitude d'entendre, ce qu'on a l'habitude de faire, etc., etc. Tout ça, c'est enregistré dans notre âme. En plus, maintenant, des pulsions, d'ailleurs, les pulsions sont à la fois animales, oui, donc les pulsions sont à la fois corporelles, mais aussi, elles se trouvent aussi dans l'âme, dans cette partie noire-là. Ça, il faut le retenir. Alors maintenant, je répète que toute cette partie noire-là, qui est la boîte noire, si vous voulez, alors qui est l'inconscient. Maintenant, ce qui est à l'intérieur de cette boîte noire-là, c'est ça qui sort. Maintenant, l'inconscient est fort. C'est quelque chose, ces éléments-là sont forts. Quand ils viennent maintenant, à chaque fois, ils perturbent la pensée. À chaque fois, quand ils perturbent. Maintenant, si la pensée gagne, alors là, tant mieux pour l'individu. Mais si l'impensé, c'est-à-dire cette partie obscure-là, gagne, alors là, c'est le malheur. On peut dire du n'importe quoi. On peut faire du n'importe quoi. Voyez, c'est pourquoi maintenant on manifeste une théorie inconsciente. Et dans vos classes, le professeur en a parlé d'Anna O. Anna O, cette femme-là, voilà, justement, parce que l'événement d'Anna O, Anna O, vous en rappelez, alors, quand elle était enfant, elle était avec son père a subi un accident mortel, alors cet accident mortel-là était enregistré dans l'âme, dans la partie noire, dans l'âme, c'est-à-dire dans cette partie-là qui est noire, d'Anna O. Et maintenant, c'est cet accident-là qui monte jusqu'à venir. Voilà, cette partie noire-là, comment encore cette partie noire là maintenant qui vient, il y a un petit problème d'image là, excusez-moi, il y a un petit problème de connexion, je pense. Alors, mais ça va revenir. Ok, c'est bon, maintenant c'est bien. Alors, donc, Anna O, c'est ça. L'exemple typique, c'est Anna O. Elle a assisté à l'accident de son père. Voyez, monsieur ne danse pas plus vite que la musique. D'accord. Alors, Soumaya, monsieur Laibamba, vous répondez à Soumaya Abdurrahman. Soumaya Abdurrahman. Soumaya Abdurrahman ne danse pas plus. D'accord, je vois. Alors, d'accord, c'est bon. Alors, j'ai vu vos messages, c'est bon. Alors, donc, je ne sais pas si elle parle Soumaya, je ne sais pas si tu parles de moi ou bien de l'autre, parce que je n'ai pas bien compris le message. En tout cas, moi, je répète tout ce que je dis. Tout ce que je dis, je le répète. Alors, je ne sais pas, bon, si c'est une autre question ou pas, parce que je n'ai pas compris. Je viens de voir ici. Alors, on dit que Soumaya ne danse pas, je ne sais pas, plus vite que la musique. Je n'ai pas bien compris, mais dans tous les cas, en tout cas, moi, tout ce que je dis, je le répète au minimum 3 fois, si vous regardez bien. Alors, donc, pour que vous compreniez. Alors, donc, vous voyez, donc, chez Freud, c'est ça. En réalité, l'inconscient, donc, est provoqué, se manifeste. Et l'inconscient, donc, c'est définit l'homme. Pourquoi il définit l'homme? Parce qu'il occupe la plus grande partie de l'âme. La plus grande partie de l'âme est occupée par notre histoire du passé, notre vécu, notre enfance, tous les éléments, toutes les choses. Maintenant, ce qui est dans cette âme-là, ça sort souvent. Ce qui est dans cette partie noire-là, ces éléments-là, ils sortent généralement. Et quand ils sortent, ils vont attaquer la pensée. Maintenant, la pensée, je vous avais dit que quand on dit pensée, cette partie consciente-là, il faut prendre en quelque chose la pensée qui est la réflexion. D'ailleurs, il faut prendre aussi la morale. La réflexion et la morale, ces deux choses-là. C'est ça, ces deux éléments-là qui combinent la partie qui est au-dessus, cette petite partie-là.
qui constitue la partie qui est au-dessus. La réflexion, la pensée réflexive et la morale. Ce qui fait que maintenant, toute chose qui quitte la partie qui est au-dessous, qui arrive, doit être combattue par cette partie-là. Et maintenant, au cas échéant, c'est-à-dire s'il y a échec, alors la pensée ne peut pas, l'individu maintenant manifeste maintenant l'inconscient. Parce que ce qu'il vient ne vient plus de sa pensée. Ça vient maintenant de ce qui est au-dessous de sa pensée. C'est ça l'inconscient en réalité freudien. L'inconscient en freudien, c'est ça en réalité. Voilà, donc maintenant, cet inconscient-là, justement, ça peut se manifester dans la réalité, comme chez Anna O, dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, Anna O dit quoi? Anna O, je vous ai dit qu'elle avait assisté à la mort de son père dans un accident. Et sa mémoire, voyez bien, cette partie-là, le chat, l'inconscient, a enregistré ce film-là, cet événement malheureux. C'est ça qu'on appelle aléa, cet événement malheureux-là. Jusqu'à ce qu'elle devienne adulte, maintenant cet événement malheureux-là vient avec force perturber la pensée d'Anna O. Ce qui a créé maintenant ces troubles et ces crises. Voilà un acte inconscient, ces crises d'épilepsie et ces insultes, voyez, et son comportement bizarre. C'est ça qui a créé ça. Voyez, donc, voyez, là, donc, on peut comprendre que Anna O, donc, est un exemple. C'est l'exemple qu'il faut mieux comprendre pour le mettre, c'est l'exemple qu'il faut comprendre pour le mettre en rapport avec, ce que j'ai développé, tout à l'heure. Donc, voilà en gros la théorie freudienne. Donc voilà un peu la théorie. Maintenant, cette théorie-là, bon, ce qui n'est pas trop intéressant dans le cours-là, va être détaillé, va être critiqué différemment. Premièrement, la religion va critiquer ça. La troisième partie, maintenant, c'est les critiques de la théorie, et c'est par là que je vais bloquer le cours. Alors, donc les critiques de la théorie, la religion va venir dire que Freud, l'homme ne peut pas être, comment dire encore, déterminé par un inconscient, parce que Dieu lui a attribué une âme. Donc l'homme n'est pas un être inconscient, ce que vous dites. Ça ne peut pas être. Donc là, il y a une opposition entre Freud et la religion. Les religieux disent que Dieu a donné à l'homme quelque chose qui est divine, c'est-à-dire l'âme. Donc comment se fait-il que l'homme ne peut pas utiliser correctement cette âme-là, et qu'il y a même des choses qui viennent à l'intérieur de cette âme-là et qui perturbent l'âme. Donc, ça c'est illogique pour toutes les religions, que ce soit toutes les religions monothéistes. L'islam, le christianisme et le judaïsme, toutes les religions monothéistes ne peuvent pas accepter cette théorie-là comme valable. Voyez, la science aussi, parce que c'est ça qu'on appelle, maintenant cette théorie Freud-là, c'est ça qu'on appelle la psychanalyse freudienne. C'est ça qu'on appelle la psychanalyse. Je répète, la psychanalyse, ce n'est rien d'autre que une connaissance qui consiste à déterminer les causes mentales d'un individu. C'est ça la psychanalyse. Les causes qui déterminent, une manière de déterminer les causes d'une maladie mentale d'un individu. Voilà, c'est ça la psychanalyse. Alors, donc maintenant, si on prend maintenant donc la religion, vous voyez, n'est pas d'accord avec Freud. Parce que pour la religion, vous avez vu, l'âme, c'est la partie de Dieu. L'âme, si on prend une religion, toutes les religions sont d'accord avec ça. L'âme est une partie de Dieu qui est présente en l'homme. Voyez, quand Dieu dit que j'ai créé l'âme, et de toutes les créatures, c'est l'homme, de toutes les créatures que j'ai faites, c'est l'homme que j'aime le plus. Pourquoi? Parce que j'ai mis en l'homme quelque chose qui est en moi. C'est quelque chose qui est en nous, que Dieu a mis en nous, c'est la conscience. Maintenant, comment se fait-il que cette âme-là, ou bien cette conscience-là, comment voulez-vous que cette conscience-là, cette âme-là, porte des choses qui sont négatives? C'est des choses qui sont négatives, comme ce que Freud a déjà dit, cette boîte noire-là, qui constitue l'essentiel de la conscience. C'est-à-dire l'inconscient qui est en même temps dans l'âme. Donc voilà la critique. Vous voyez, pour la science aussi, Freud voulait faire de cette théorie-là, c'est la psychanalyse. Freud voulait faire de cette théorie-là une science. Les scientifiques lui ont dit que la démarche scientifique, ce n'est pas comme ça. C'est pas comme ça.
La science a des procédés. Il y a ce qu'on appelle la méthode inductive. Voyez l'observation, voyez la vérification et la validation de l'hypothèse. Voyez, il faut observer plusieurs cas pour valider une hypothèse. Ce qui ne s'est pas réalisé avec Freud. Et dans la théorie freudienne, c'est vrai que je ne suis pas allé dans certains détails, il y a des éléments qui s'opposent à la science. Vous savez, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le mythe ou pas, mais dans la théorie freudienne, il y a le mythe. Voyez, il y a aussi des aspects culturels aussi. Voyez, il y a beaucoup de choses qui font que la science ne peut pas accepter la psychanalyse comme science. Comme science expérimentale, si vous voulez. Ou bien comme la biologie, ou bien comme la médecine. Donc, ce n'est rien d'autre que vous voyez, la religion critique la psychanalyse, la science rejette la psychanalyse, de même que la philosophie. La philosophie, si on prend par exemple la question de la liberté, si on prend quelqu'un comme Jean-Paul Sartre, il rejette grandement cette théorie freudienne. Oui, parce que quand Freud dit que nous sommes déterminés par notre inconscient, rappelez, tout à l'heure je vous l'avais dit, tout ce que nous faisons du matin au soir, quand nous nous sommes réveillés, jusqu'au soir, les 99% de nos actes sont déterminés par des causes inconscientes. Et nous ignorons les causes, ces causes-là. Tout ce que nous faisons, jusqu'au soir, chaque jour, ce que nous faisons, c'est déterminé par des causes inconscientes. Nous les ignorons. Donc, l'homme est déterminé par l'inconscient. Voilà la conséquence. L'homme est déterminé par l'inconscient, pour Freud. Maintenant, si on prend quelqu'un comme Jean-Paul Sartre, il dit que l'homme est libre. L'homme est un être naturel. L'homme est libre par nature. Voyez, l'homme est libre. Il est déterminé par la liberté. Parce qu'il peut choisir tout ce qu'il fait. Pour Jean-Paul Sartre, l'inconscient, c'est une farce. C'est quelque chose qui n'existe pas. C'est tout simplement comme un jeu. Il dit que si un homme est inconscient, c'est parce qu'il voulait devenir inconscient. C'est pourquoi il est inconscient. C'est pourquoi il écrit « L'inconscient est une fuite de responsabilité ». On fuit ses responsabilités, c'est pourquoi on est inconscient. L'homme est responsable de tout ce qui lui arrive, devant toute chose. Si vous oubliez quelque chose, si vous vous trompez, si vous faites des erreurs, alors là, vous êtes inconscient. Là, vous en avez la responsabilité. Donc, parce que vous êtes totalement libre. Vous êtes totalement libre de choisir. Donc, l'inconscient est une farce. Donc, vous voyez, la philosophie rejette la psychanalyse. Vous voyez, la religion rejette la psychanalyse. Et enfin, aussi, tout à l'heure, nous avons parlé la science aussi qui refuse la psychanalyse. Donc, en gros, voilà l'essentiel de ce cours-là. Bon, rapidement, je vais faire un résumé général pour arrêter. Bon, pour un petit résumé, c'est sous forme de rappel, pour récapituler tout ce que je viens de dire tout à l'heure. Alors, je vais faire un petit résumé. Bon, pour rappel, tenez-vous bien, c'est presque fini. C'est vrai qu'il fait chaud, je sais. Alors, donc pour rappel, l'inconscient, ce n'est pas ce qu'il faut éviter. Ce n'est pas le contraire de la conscience, parce que le contraire de la conscience, c'est l'inconscience. C'est ça qu'il faut faire cette différence-là. Pourtant, jusqu'à présent, je dis ça. Alors, Mohamed, si tu peux écrire ça en bas, qu'il écrit. L'inconscience, ce n'est pas le contraire de la conscience. Ou bien la conscience, ce n'est pas le contraire de l'inconscience. C'est pas ça. Ici, nous sommes en train de voir l'inconscient. Pas l'inconscience, mais l'inconscient. C'est quoi l'inconscient? C'est lorsque la raison. Je vous rappelle que quand on dit, entre parenthèses, hier votre prof vous l'a dit, en terminale, retenez ça. J'ai bien dit en terminale, pour les autres quand même qui ont un niveau supérieur. En terminale, retenez ceci, parce que je m'adresse à des élèves de terminale. Retenez ceci. Voyez, quand on dit la conscience, quand on dit la lumière naturelle, quand on dit l'entendement, quand on dit le bon sens, quand on dit l'âme, quand on dit l'esprit, tout ça c'est des synonymes. En terminale, j'ai bien dit en terminale. Je peux faire la différence, moi, quand on dit l'âme aussi. Mais pour vous, retenez ça au moins, que c'est des synonymes. Maintenant, quand l'âme n'arrive pas à
n'arrive pas, comment, quand l'âme n'arrive pas à contrôler ce que nous faisons, ou bien quand la pensée n'est pas derrière nos actes. C'est ça l'inconscient. Quand la pensée n'est pas derrière nos actes. C'est ça l'inconscient. L'inconscient, c'est ça. Donc, première chose, retenez ça. Maintenant, donc voilà la définition, sous forme d'introduction. Seulement ça. On retient l'essentiel, on retient d'une façon synthétique l'essentiel en ce moment. Donc, l'inconscient, c'est tout acte qui n'est pas contrôlé par l'âme humaine, si vous voulez. Première chose. Deuxième chose, maintenant, cet inconscient-là a été théorisé par des philosophes rationalistes. Eux, ils avaient vu que l'inconscient existe. Ils l'avaient vu. Ils avaient dit que l'inconscient existe. Maintenant, puisque l'inconscient existe, alors, ils disaient que cet inconscient-là n'est pas quelque chose de valeureux, n'est pas quelque chose d'intéressant chez l'homme. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas logé dans notre âme. L'inconscient n'est pas logé dans notre âme. Mais il vient des choses extérieures, par le moyen des sens, c'est-à-dire par le moyen du corps, le corps. Les sens, je rappelle que ce sont les 5 sens. On en a déjà parlé. Alors, par le moyen du corps. Donc, ce qui nous trompe, c'est le corps. Ce n'est pas notre conscience qui nous trompe. Première chose. Deuxième chose, donc, c'est ce que dit maintenant, c'est exactement ce que dit Descartes, ce que dit Leibniz aussi, à peu près. Pas la même chose, mais à peu près. Parce que pour Leibniz, l'inconscient, ce sont les choses auxquelles nous ne portons pas attention. C'est ce qu'il appelle les petites perceptions. Par exemple, si on allume un ventilo, vous voyez, le ventilo a 3 ailes, alors on ne peut pas savoir le bruit de chaque aile. On dit que c'est le bruit du ventilo. Le bruit de chaque aile, c'est cette chose-là qui renvoie à l'inconscient chez Leibniz. Vous voyez? Donc, voilà, pour eux donc, pour les rationalistes dont on a parlé, qu'on a développé et dont on a parlé hier ici, alors, l'inconscient donc existe, mais ce n'est pas quelque chose de valeureux. Pour la religion aussi, l'inconscient existe et se manifeste généralement au niveau des rêves. Alors, pour aussi la culture, l'inconscient aussi existe. Et l'exemple que je vous avais donné, c'est tout simplement lorsque l'individu est attaqué par des djinns ou bien par des esprits errants, des esprits qui errent, qui n'ont pas de forme empirique, qui n'ont pas de forme matérielle, qui n'ont aucun corps. C'est ça. Quand maintenant ils ont le pouvoir de pénétrer un individu et de prendre le contrôle de sa raison. Donc voilà, dans un premier temps. Mais que ça soit, je vous l'avais dit tout à l'heure, que ça soit chez les religieux, que ça soit chez les philosophes rationalistes, que ça soit aussi dans les cultures, l'inconscient n'a pas une grande valeur. C'est ça qu'il faut retenir. Ça existe, mais ça n'a pas une grande valeur. Celui qui a valorisé l'inconscient maintenant, c'est Freud. Par sa théorie de la psychanalyse. La psychanalyse, c'est la théorie freudienne, qui considère que, voilà, je répète, c'est là qu'il faut vraiment se concentrer. La psychanalyse freudienne, c'est Freud, il considère que l'âme, c'est-à-dire la raison, l'âme ou bien la raison, est ce qu'il appelle lui appareil psychique, un appareil psychique. Pourquoi il l'appelle appareil? Parce qu'il y a des mécanismes à l'intérieur. Vous voyez, il y a des mécanismes à l'intérieur. C'est pourquoi il appelle ça appareil psychique. Vous voyez, maintenant cette âme-là, pour que ça soit simple avec vous, c'est très simple à retenir. Retenez qu'elle ne comporte que 2 parties. La première partie, qui est la plus grande partie, qu'on appelle l'inconscient. Et la plus petite partie, qu'on appelle le conscient. C'est aussi simple que ça. Grande partie inconscient, petite partie conscient. Maintenant, la plus grande partie, elle est remplie tout simplement elle est remplie de tout ce qui nous a marqué pendant notre enfance. C'est ça qu'on appelle le vécu. Ce vécu-là, c'est notre éducation, c'est notre instruction. Ce sont les événements que nous avons assistés, les voyages que nous avons faits, ce qu'on a l'habitude de voir, ce qu'on a l'habitude d'entendre, ce qu'on a l'habitude de sentir, de manger, etc. Toutes ces choses-là maintenant sont enregistrées. C'est pourquoi ici on parle de boîte. Dans cette boîte noire-là, la plus grande partie. Cette plus grande partie-là, qu'on nomme l'inconscient ou bien le ça. Toutes ces choses-là, ce sont ces choses-là qu'il faut comprendre. Alors, donc,
Voyez? Alors, voyez, donc, c'est ça qu'il faut comprendre, qui sont dans la plus grande partie, voyez, de l'âme. Voyez? Alors, donc, ces choses-là, maintenant, sont présentes dans cette plus grande partie de l'âme. Mais aussi, il y a la pulsion. Deux pulsions, pulsion de vue, pulsion de mort. Ces deux pulsions, maintenant, se manifestent au niveau du ça. Ça se manifeste au niveau du corps. Parce que je l'ai dit, elles sont à la fois, disons, psychiques et animales, si vous voulez. Parce qu'il y a une partie corporelle, ils sont aussi au niveau du chat. Maintenant, tout ce qui est dans cette partie-là, dans la plus grande partie de l'âme-là, qu'on appelle l'inconscient, alors, l'inconscient, alors, ce sont ces choses-là qui viennent avec force et qui montent. Ces choses-là, elles montent. Et quand elles montent, elles viennent avec force. Vous voyez, elles perturbent maintenant cette petite partie-là que j'ai montré tout à l'heure, qui est la pensée. Et maintenant, arrivé au niveau de la pensée, il y aura un combat. La pensée va essayer de gagner. Ces choses-là aussi vont essayer de dominer la pensée. Maintenant, si la pensée gagne, elle va remettre ces choses-là à leur place. Mais elles vont revenir. C'est pourquoi Freud dit qu'un désir ne meurt jamais. Ça, c'est une citation. Un désir ne meurt jamais. Désir au sens de ces éléments-là qui viennent à partir de ce que j'appelle la boîte noire. Dit ça. Maintenant, à chaque fois que ça arrive, la pensée essaie de dominer ça et elle refoule ça. Et ça revient à leur place d'origine. Maintenant, à un moment donné, elle peut venir dominer la pensée quand l'individu dort. C'est pourquoi l'individu maintenant fait des rêves. Elles peuvent aussi dominer la pensée quand l'individu parle. C'est ça qu'on appelle le lapsus. Oui, par exemple, on parle de ceci, toi tu parles d'autres choses. On parle de matchs de football, toi tu parles de films. Donc là, c'est une théorie, c'est une manifestation de l'inconscient. Ou bien maintenant, ce qui est plus grave maintenant, ça peut être dans la réalité même. Pas dans les rêves, pas dans le langage, ou bien dans la réalité maintenant. Et maintenant, ça c'est la pure manifestation de l'inconscient. La pure manifestation de l'inconscient, c'est ça. Voyez? Alors, donc, c'est ça. Donc, la pire manifestation de l'inconscient, c'est ça. Et maintenant, l'inconscient, voyez? Alors, domine catégoriquement maintenant la pensée. Et justement, s'il domine maintenant la pensée, alors l'individu maintenant manifeste un acte inconscient. Il peut tuer quelqu'un d'autre. Il peut dire, en tout cas, il peut avoir un comportement lui-même qu'il ne peut pas justifier. C'est ça l'inconscient. Maintenant, pour comprendre cet exemple-là, revoyez l'histoire d'Anao. C'est la même chose. Celui qui comprend l'histoire d'Anao maintenant comprend la théorie freudienne. C'est aussi simple que ça. Maintenant, tout à l'heure, je vous ai dit que cette théorie freudienne-là, qu'on appelle la psychanalyse, est appelée tout simplement, est nommée tout simplement, est appelée tout simplement, la psychanalyse maintenant est critiquée par la religion, elle est critiquée par la science, elle est critiquée par aussi la religion, la science et les autres et certains philosophes comme Jean-Paul Sartre. En gros, voilà ce qu'il faut retenir. Maintenant, j'ai fini pour l'instant. Je vais vous rappeler que j'ai résumé le cours. Il y a beaucoup de détails. Auxquels je n'ai pas porté attention parce que ce n'est pas trop intéressant. L'élève qui maîtrise ça, maintenant, il faut le mettre en rapport avec l'autre cours. Alors, Mohamed Ali qui dit que je n'arrive pas à comprendre, tu réécoutes la vidéo. Tu réécoutes la vidéo. Tu ne peux pas arriver ici et comprendre quelque chose qu'on a commencé à développer jusqu'à présent. Tu réécoutes la vidéo. Elle est là-bas, dans Agora Virtuelle. Alors, donc, voilà maintenant. Demain, quelqu'un d'autre va essayer de continuer, de faire, je pense qu'on doit continuer avec, si je ne me trompe pas, peut-être ce cours-là peut être repris, c'est possible, mais normalement, on doit continuer avec le cours sur autrui. À demain, Inch'Allah, à la même heure. Ok. C'est bon, attendez, il y a Moussa Dia qui voudrait parler avec vous. Allons, ma xool foofu. Ma xool kii vidéo. damay seetaan li ngay wax nii. léegi booy ñu ngi ajouté rek.
Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous avez très bien suivi le cours et que ça s'est bien passé. Voilà, donc demain, on va poursuivre le programme en parlant du cours sur le désir. Voilà, le désir. Poursuivre aussi le programme en entier parce que nous parlons des séries générales. Donc, il ne faut pas oublier la série L. La série L fait le désir et aussi le corps. Donc, demain, Inch'Allah, on va faire le cours sur le désir. Voilà, donc si vous avez des recherches à faire sur le désir, vous pouvez les faire dès maintenant. Comme ça, demain, vous serez prêt avec vos questions et tout cela. Voilà. Ah, Hamzé. Hamzé, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Ah oui. Je suis pas... Pourquoi le réseau est vraiment lourd? Ah, Pablo, là où tu es, peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de réseau. Il faudra te déplacer. Hein? Oui, Hamzé, je suis vivant. Ouais, en ces temps-ci, il faut vraiment demander si tout le monde est vivant. Inch'Allah, nous serons tous vivants. Il y aura un après-coronavirus, Inch'Allah. Il y aura un après-coronavirus. Oui, c'était extra. Merci Omar, merci Omar. J'espère que vous avez bénéficié du cours et que vous avez tous compris. Voilà, Hamzé, je croyais que c'est Québec qui toujours expliquait. Oui, Québec a fini tout à l'heure, il a fini. Voilà. Voilà, c'est bien. Voilà, donc Omar, les détails, c'est bien. Comme ça va permettre à tout le monde de pouvoir comprendre. Ça, c'est nécessaire. Parce qu'il faut qu'on puisse contextualiser beaucoup plus le cours. Et pour le contextualiser, il faut qu'on entre sur des détails, des exemples banals et tout cela pour que ça soit accessible. Aboubakar Farid, je te remercie aussi, je te remercie. Omar Idriss, merci beaucoup, merci à toi aussi. Vraiment, je vous remercie, vous tous, vraiment, je vous remercie. Vous avez été nombreux à participer. Voilà, et Safa, toi aussi, merci beaucoup. Voilà, vous avez été beaucoup à participer et à vraiment animer le direct. Le direct a été très animé, c'est très bien. Donc, dans le premier domaine, si on prend en compte les élèves de la série L, il y a 5 chapitres. Donc, ces 5 chapitres-là, voilà, ils vont être traités. Voilà, donc j'invite aussi demain les autres élèves qui sont dans les autres séries, que ce soit S ou bien ES, à suivre. Parce qu'en philosophie, tout est transversal. Donc, il y a des entrelacements entre tous les chapitres. Voilà. Demain, on va parler du cours sur le désir. Et vous tous, vous aurez besoin de comprendre un peu le désir pour faire le cours sur le bonheur à la fin de l'année. Et on va parler aussi, après cela, du cours sur le corps. Et le cours sur le corps aussi, vous en aurez besoin aussi. Parce que vous tous, vous avez vu un peu, voilà, de quelle conception sur le corps en parlant du cours sur l'inconscient. Donc, ce sera très bien. Merci Hamzé, merci Soumaya, vraiment merci beaucoup. Donc demain, Inch'Allah, il y aura le cours sur le désir. Voilà, on va parler du désir. Et je sais que vous tous, vous avez des désirs. Et on va tous désirer. Inch'Allah, on va tous désirer. Et après-demain, voilà, le corps, après autrui, et ainsi de suite. On va commencer le deuxième domaine. Donc je pense que si on suit cette même logique, on va pouvoir terminer le programme en un temps record. Inch'Allah, on va terminer le programme, comme ça on aura aussi du temps pour parler, voilà, de la méthodologie, voilà, aider beaucoup d'élèves, voilà, sur la méthodologie, et aussi traiter des choses ensemble. Voilà, donc ça va concerner tous les programmes de philosophie. Oui, tous les programmes. Maintenant, les élèves de SG, voilà, eux aussi, ils vont être pris en compte, Inch'Allah. Eux, ils n'ont pas beaucoup de chapitres. Donc, on va d'abord finir le programme des séries générales. Si on finit le programme des séries générales, après, on prendra les élèves de SG. Voilà, Inch'Allah. Voilà, Inch'Allah. Demain, donc, le désir. Normalement, vous allez faire ce cours du désir avec un autre prof qui est au lycée de... Comment ça s'appelle encore? Au lycée de Gabod. Il est au lycée de Gabod, c'est M. Sambou. Voilà, M. Sambou. Normalement, on va vérifier en tout cas selon sa disponibilité. Mais ne vous en faites pas, vous allez voir tous les profs. Voilà, donc
On va voir les profs, pas seulement les profs sénégalais, mais aussi les profs djiboutiens, Inch'Allah. Parce que le direct commence dès maintenant, donc on a commencé hier. Alors il nous reste beaucoup de jours et beaucoup de profs vont être inclus dedans. Nous aurons aussi peut-être la possibilité voilà, d'inviter d'autres grands philosophes comme Goethe et tout cela. C'est possible, c'est possible, c'est possible. Mais en tout cas, qu'on puisse travailler tous ensemble de manière vraiment cordiale. Voilà. Oui, demain, le désir parce que c'est la suite du programme. Voilà, c'est la suite du programme. Voilà. Donc, Aboubacar Farid, la différence entre inconscient et inconscience, je pense que c'est tout ce que le prof était en train de dire tout à l'heure. Il faudra que tu réécoutes le direct. Voilà, il a fait la différence entre inconscience et inconscient. L'inconscient, c'est la théorie freudienne. Tu le connais bien déjà. Tu connais que l'inconscient, c'est la théorie freudienne, cette partie-là qui est au plus profond de nous, voilà, de notre âme, qui n'est pas accessible par la conscience, voilà, qui conditionne la majeure partie de nos actes, sans que nous le sachions, voilà. Mais ce n'est pas le contraire de la conscience, parce que ça existe avec la conscience. Seulement la conscience est à la surface et elle est limitée, et l'inconscient est dans les profondeurs, et que cet inconscient est beaucoup plus grand, Alors que l'inconscience, c'est l'absence de la conscience. Voilà, c'est le contraire de la conscience. Donc, nous ne traitons pas ici l'inconscience, on traite dans ce chapitre l'inconscient, cette partie qui est cachée en nous et qui nous conditionne sans qu'on le sache. Voilà. Donc demain, Inch'Allah, on va parler du désir. On va désirer. Je sais que vous aimez le désir et on va désirer ensemble. Donc, faites-moi des pouces bleus, beaucoup de pouces bleus pour qu'on puisse conclure sur cela. Beaucoup de pouces bleus. Allez, ne vous privez pas de cela. Voilà. Hein? Monsieur Pablo, vous ne faites plus. Si, je vais faire, Inch'Allah. Il y a beaucoup de chapitres, boy. Je suis vieux maintenant, je suis vieux. Et vraiment, ce serait un gâchis pour vous qu'un seul prof vous présente. Vous n'aurez qu'une seule perspective. Et ça, ce n'est pas intéressant. Alors que vous avez beaucoup de profs ici qui ont beaucoup de connaissances, qui peuvent partager ces connaissances que moi, je n'ai pas. Qui peuvent partager cela avec vous. Et qui va bénéficier de cela? C'est vous. Moi aussi, j'en bénéficie parce que je suis le direct comme vous. Je le suis comme vous. Donc, j'apprends des choses que je ne savais pas. Vous savez que philosopher, c'est être en route. Et nous sommes tous en route. Et quand on est en route, on prend beaucoup de choses. Voilà, donc il faut de l'ouverture. Il faut vous adapter à tout. Voilà. Toute personne qui prend la décision de vous parler, essayez de prendre beaucoup plus de cette personne-là. Essayez de vous enrichir d'elle. Voilà. Les pouces bleus pour conclure. Les pouces bleus, les gars. Allez, il faut défoncer l'écran. Défoncez-moi cet écran-là. Allez, plus de pouces bleus. Ah, c'est très bien, je vous vois. Je vous aime, les gars, je vous aime. Ah oui, je vous aime. Oui, c'est bien. Je vous aime, vraiment. Vraiment, je vous embrasse à distance. Ah, quand on est ensemble, faut pas s'embrasser, hein. Faut pas être collé. C'est interdit. Voilà, c'est interdit. Mais à distance, je vous embrasse. Vraiment, les pouces bleus, je vous aime bien, les gars. Allez, défoncez-moi cet écran-là et on conclut sur cela. Vraiment, voilà. Défoncez l'écran. C'est très bien. Ah oui, c'est bien. Maintenant, après le direct, vous pouvez ajouter des commentaires. C'est possible et on va essayer de continuer la discussion. Voilà, hors direct. Allez les gars, ciao, à demain Inch'Allah, à la même heure, 19h, pile, c'est devenu une règle religieuse les gars, 19h pile sur Agora Virtuelle. Et ceux qui ne sont pas encore, voyez bien, informés par rapport à cela, il faut les informer. Parce que la chose se passe ici, maintenant. C'est Agora Virtuelle qui fait le buzz, les gars. Voilà, donc c'est à Agora Virtuelle que ça se passe. Donc venez sur Agora Virtuelle à 19h de manière vraiment... C'est bien. Voilà, je vois les pouces bleus. Je les vois. C'est très bien. Demain, même heure, même place. Agora Virtuelle, tout le monde. Voilà. Demain, le nombre de vues doit augmenter. Inch'Allah, ça doit augmenter. Demain, à la même heure, à la même place. Allez. Ciao.